Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Café Tech avec Imen, le podcast où on parle tech, parcours, reconversion, doutes, choix de carrière et histoires inspirantes. Le tout dans une ambiance simple et détendue, autour bien sûr d'un bon café. Aujourd'hui, je reçois un invité très spécial, Jules Pietri. Jules est consultant chez Backslash, formateur passionné de PHP et d'open source depuis plus de 10 ans. Il se décrit lui-même comme un full dev alchimiste, venu tout droit de Corse. Ancien membre de la core team, mais surtout ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est son histoire. Comment il est arrivé dans la tech, comment il a construit son parcours et tout ce qu'il a appris en chemin. Salut Jules et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Salut Imen, merci à toi. Avant de parler technique, Jules, open source, Symfony, j'aimerais qu'on parle un peu de toi. Si tu devais te présenter à quelqu'un qui ne te connaît pas, sans parler forcément de ton CV, de tes contributions, tu dirais quoi? C'est qui Jules Pietri, ce fameux full dev alchimiste? Eh bien aujourd'hui, passionné par les technologies du web, ça n'a pas toujours été le cas. Donc effectivement, comme tu l'as dit, je suis consultant, mais ça veut dire surtout utiliser les technologies comme Symfony pour apporter du conseil dans les entreprises qui en ont besoin pour les aider à développer des tâches complexes, dans des environnements complexes, avec des équipes plus ou moins grandes. Et, euh, et voilà, partager mon expérience de la tech avec eux. Ok, et du coup, comment tu es arrivé dans le développement ou dans la tech en général? Alors ça, c'est une longue histoire. C'est beaucoup de hasard, beaucoup d'errance. Euh, En fait, moi, très jeune, j'étais beaucoup passionné par les sciences et j'ai fini par tourner le dos un petit peu à la fin du lycée, me plonger dans le cancrisme. Et quand je me suis rendu compte que ce qui m'attirait, c'était vraiment la passion pour le cinéma, les arts en général, j'ai voulu faire un BTS dans l'audiovisuel. Et c'était trop tard. J'avais un dossier complètement foiré. Et du coup, j'ai été refusé dans l'école à Cannes que je voulais faire. J'étais à Nice à l'époque. J'ai grandi à Nice. Et du coup, je suis parti en fac de philo. Voilà, j'avais beaucoup aimé la philosophie en terminale. Me poser des questions, j'adore. Ça me sert encore aujourd'hui. Et en fait, j'étais pas mal déçu par leur cursus. Parce que déjà, je me retrouve en fac de lettres, ce que j'aurais jamais cru à la base. Et du coup, je me suis mis à bosser parce que ben, c'est l'âge aussi où on fait des belles rencontres amoureuses, on veut être indépendant. Donc il faut payer le loyer, les croquettes, les cigarettes. Et je me suis mis à faire des petits boulots. Donc ça a été à la FNAC, des entreprises de sondage, à appeler les gens le soir chez eux pour leur demander ce qu'ils vont voter ou s'ils sont contents de leur banque. Euh, et en fait, d'avoir mis un pied à la fac de lettres, ça m'a fait me rendre compte qu'il y avait un cursus qui était branché audiovisuel avec tout un tas de cours de psychologie, sociologie, histoire de l'art, du cinéma, réalisation de courts-métrages en option. Donc je me suis mis à fond là-dedans, mais ça m'a pas permis de tenir les études. J'ai été rattrapé vraiment la vie active et j'ai fini par abandonner complètement très jeune, hein. J'avais peut-être 20 ans, 21 ans, et je me suis consacré du coup à plein temps à la FNAC, où j'ai travaillé pendant 10 ans dans les divers rayons de produits techniques. J'ai commencé par le jeu vidéo, j'ai fait de l'informatique, de la téléphonie. Euh, Après, je touchais un peu à tout, voilà. Et en fait, c'est un univers qui me permettait de rester connecté à mes passions. Euh, J'étais entouré de gens vraiment très sympas. Enfin, la Fnac de l'époque de début des années 2000, c'est pas non plus celle d'aujourd'hui. Et, euh, et donc, je suis resté connecté à cet univers. Et je me suis vraiment investi dans apprendre des outils comme Photoshop, montage vidéo, et donc par mes rencontres, que ce soit collègues de travail ou clients, je me suis investi dans des petits projets à côté qui étaient de faire des affiches, des menus pour les restaurants, pour des affiches pour les événements, qu'ils soient sociaux, enfin des événements associatifs ou pour des entreprises, voilà, qui organisent des soirées ou des choses comme ça. Et j'ai essayé d'aller toujours un peu plus loin, de repousser les limites. Je suis passé sur Mac, je vais essayer de faire un peu d'animation avec Motion, euh, vite fait de la 3D. Euh, et la Fnac, plus ça allait, plus les années passaient, plus c'était difficile de rester dans cet environnement que je trouvais qui devenait toxique en termes de politique d'entreprise. Et, euh, et en fait, j'ai eu un contact avec Aix-en-Provence à l'époque qui avait une boutique de meubles anciens et qui voulait refaire son site web plus moderne avec une nouvelle identité visuelle.
Et le projet m'a intéressé et je lui ai proposé de... Je venais de quitter la Fnac, donc j'étais au chômage, j'avais tout le temps, tout le loisir de me consacrer à mes passions. Et je lui ai proposé de faire le design d'un site web sans le développer, parce que moi je connais pas le développement à cette époque-là, je connais rien, je sais rien de ce qui fait fonctionner un site web, mais je suis intéressé par développer l'aspect graphique du site web et ses pages, et ses interactions, ses visuels. Et ça passe aussi par prendre beaucoup de photos. Et donc je développe ce truc, enfin je fais le web design, comme on peut dire aujourd'hui, de ce truc-là. Et en fait, quand il est super content du résultat, mais il veut bosser avec un développeur qui avait prévu de faire la chose avec WordPress. Et du coup, bah, le mec lui explique que WordPress, voilà, il y a des thèmes, c'est un peu compliqué de faire du très customisé. Euh, et donc le projet semble un peu compliqué à partir de là. Et donc par hasard et par le fait que j'ai beaucoup de temps disponible à l'époque, je me lance le défi d'essayer de le coder. Et avant ça, si tu veux, la seule expérience que j'avais de langage de programmation web ou de langage web HTML, CSS de base, même pas le CSS, c'était, enfin c'est rigolo, hein, c'était Windows Vista à l'époque, 2006 peut-être, qui sortait des versions de bêta. Et moi, je te dis, j'étais à la Fnac dans l'informatique, voilà, j'étais très très friand de ces futures nouveautés, d'être prêt, de vouloir tester en avance, etc. Et une des nouveautés de Windows Vista à l'époque, je sais pas si tu as connu, mais c'était un volet sur le côté de l'écran dans lequel il y avait des widgets. Et en fait, ces widgets, c'était des petits bouts de page web. C'était du HTML, du JS, pour créer des widgets. Donc c'était, si tu veux, ma seule et unique approche et expérience que ces structures existaient. Ouais. Et quand j'ai compris que les pages web c'était ça, je me suis dit, bon ben regarde des tutos, tu peux t'en sortir. Tu as réussi à faire deux widgets, tu peux t'en sortir. Et c'était culotté, hein, mais ça a fonctionné en fait grâce au site du zéro qui est Open Classroom aujourd'hui. Plein de tutoriels, la beauté du partage des gens sur Internet, encore une fois, qui m'a permis de trouver des ressources quand j'avais rien pour réaliser le projet que je voulais, qui était de développer ce site. Donc en fait, en 2 jours, j'ai réussi à faire un squelette, 2 pages principales, agencer mes photos comme je voulais, etc., faire le menu. Et il a été convaincu du coup par mon POC en fait, hein, et j'ai passé des mois à lui faire ce site web de A à Z, crafté entièrement. J'étais pas du tout conscient qu'on pouvait réutiliser des librairies, des bouts de code. J'ai vraiment tout fait à la main, from scratch. Chaque ligne, chaque caractère, c'était minutieux. Et ça m'a donné l'envie de lancer le défi de faire ça. Donc j'ai contacté, j'ai fait marcher le réseau de connaissances et j'ai réussi à développer un deuxième site, un troisième site, un quatrième site. Là, à cette époque-là, on est en 2013, 2014. Et au bout du troisième site, je discute par hasard avec un ami de mon petit frère qui a 10 ans de moins que moi et qui aujourd'hui fait partie de la communauté, qui s'est reconverti comme moi, Valmont, que tu as peut-être croisé en conférence aussi cette année. Et en fait, je discute avec son ami qui fait des études là-dedans. Je lui parle de ce que je fais et il me dit mais tu devrais arrêter de tout faire à la main, utilise des frameworks. Tu vas pouvoir progresser, aller plus vite, faire plus de choses. Et là, à ce moment-là, il me parle de framework, je ne sais pas ce que c'est. Je sais juste que PHP, j'en ai fait un peu pour faire le formulaire de contact, mais que ce langage me plaît. J'aime du coup, au-delà du visuel, programmer quelque chose et le voir fonctionner. C'est ultra satisfaisant. Et du coup, je regarde framework PHP, je tombe sur Laravel, Symfony, et je lis un peu les docs. Et écoute, Symfony m'a attiré plus que Laravel, juste par la doc. C'est con, hein, mais je me suis dit, bah, si j'ai le prochain site que j'ai besoin de faire, j'essaie de le faire avec Symfony. J'ai fait un site comme ça, 2 sites, qui étaient plus des sites vitrines hein, que des applications complexes avec des back-office, etc. Et malheureusement, cette année-là, on est en 2015, je fête mes 30 ans et je vis une des pires années de ma vie. Donc c'est vraiment gros reset, rupture, décès d'un ami, piqûre de mon chat, je suis au ras des pâquerettes, j'ai plus un rond, je retourne chez ma mère sur le canapé, je me mets à livrer des burgers et j'ai plus de projet. Et jusque-là, j'avais avancé grâce à des projets. J'avais envie de réaliser quelque chose, je savais pas comment faire, je me donnais le moyen de le faire. Mais n'ayant plus de projet, je sais plus où regarder, je sais plus quoi apprendre. Et c'est là où j'ai eu un petit déclic, c'est que un outil que j'ai utilisé pendant ces 2 dernières années, à l'époque,
était Stack Overflow. J'y revenais toujours. Je trouvais toujours une question qui me permettait de me débloquer avec les réponses de la communauté. Et je trouvais ça magnifique. Et du coup, je me suis dit, ben, va chercher des questions. Confronte-toi soit à essayer de répondre pour envoyer l'ascenseur, valider un acquis et gagner en confiance, soit même trouver des questions auxquelles j'ai pas la réponse, mais qui sont intéressantes, qui sont des problèmes qui me touchent, qui me parlent. Et ça m'a aidé pendant quelques semaines. J'ai fait que ça. J'étais à fond Stack Overflow. Je me suis fait tout le score que j'ai sur Stack Overflow aujourd'hui, c'est ces quelques semaines de l'époque. Et après, j'ai plus vraiment eu le temps de faire ce que j'ai fait là. Et ça a dérivé, si tu veux, de questions Stack Overflow à issue sur le repos de Symfony. Je me suis rendu compte que Symfony, à ce moment-là, je me rends compte que Symfony est un projet open source, que le code est en ligne, qu'il y a toute une communauté de gens qui partagent leurs besoins, leurs problèmes, et qu'on peut revoir le code en temps réel, les propositions des gens. Et en fait, c'est ce truc-là qui m'a appris l'existence de Git, qu'on pouvait versionner son code, ce que j'avais jamais fait jusque-là. Et en fait, je me suis lancé le défi d'essayer de fixer un bug dans Symfony. Alors, ça a été ma première expérience open source, ça a été d'essayer de fixer un bug. Et ça m'a appris, bah, du coup, à écrire des tests en PHP Unit, à faire une pull request, à voir comment fonctionnait Git. Ça m'a appris énormément de choses. Ce petit truc-là, juste prendre une issue, qui me parlait, parce que je l'avais rencontré le bug, je l'avais rencontré dans un de mes sites. Je me suis dit, ben, en fait, au lieu d'attendre que le framework le fixe, je peux moi-même me plonger dans le problème. Et j'ai trouvé ça incroyable, en fait. Cette expérience euh, m'a chamboulé, vraiment. Et du coup, je suis devenu un petit peu accro. J'ai fait le tour de plein d'issues dans Symfony, de feature requests. Et je me rappelle encore, ma première feature, c'est la petite flèche dans la toolbar du web profiler qui te dit t'as été redirigé. Et tu peux voir tout de suite le profil de la request qui a redirigé à l'origine. Je crois que c'était Symfony 3.2. Voilà, donc pour te dire que ça date, donc là on est début 2016. Et en fait, en quelques mois de livraison de burgers et de contribution Symfony, eh ben, il se trouve que ça a tapé dans l'œil de Fabien Potentier. Et un jour, je rentre de mes livraisons, j'ouvre ma boîte mail et je vois un mail de Fabien qui me dit coucou, j'apprécie tes contribs. Je sais pas ce que tu fais, où tu es, mais est-ce que ça te dirait de venir chez Sensio Labs? Moi, à ce moment-là, si tu veux, j'ai l'impression déjà de dormir, de faire un rêve. Et quand je réalise que c'est vraiment lui, Fabien @symfony.com, qui a pris le temps de m'écrire ces quelques lignes, je commence à faire des bonds dans le salon. Je crois que j'ai jamais sauté de joie, mais je crois que ce jour-là, je l'ai fait. Bon, t'as raison, Et au finalement. final, C'est pas quelques bien. mois après, ouais, bah, écoute, en plus le timing est dingue parce que je crois que c'était début avril 2016. Donc tu vois, il y a 10 Il y a ans 10 ans. Ouais. et quelques semaines aujourd'hui. Ouais. Et en fait, bah, du coup, j'ai contacté RH de Sensio qui m'a dit, enfin, tout un tas de gens chez Sensio, tout le processus de recrutement est assez long, tu sais, en plusieurs étapes. Je pense que c'est encore comme ça aujourd'hui. Je pense que tu l'as Ouais. vécu. Oui, j'ai vécu Et, ça. euh, et je me retrouve avec le dernier entretien qui est Jérôme Nadeau, directeur technique à l'époque, et qui est devenu un ami par la suite, comme beaucoup de gens chez Sensio d'ailleurs. Et en fait, je leur dis, je sais pas ce que c'est qu'un développeur, je sais pas ce que vous attendriez de moi. Est-ce que ça veut dire que je vais travailler sur Symfony? Bon, pas du tout ça en fait, mais dans l'esprit, si tu veux, je savais pas où j'allais. Je ne savais rien. Je savais même pas combien était payé un développeur. Je savais juste que du coup, il faudrait que je monte à Paris pour pouvoir faire ça, ce que j'ai fait. Donc en juin 2016, j'ai débarqué avec ma valise et je suis parti à Clichy-Pouchet à bosser chez Sensio. C'est comme ça que vraiment je me suis retrouvé dans la tech. J'ai le sentiment que je me suis reconverti plutôt en quittant la FNAC et en me mettant C'est ça. à apprendre à coder. Mais finalement, cette invitation de Fabien, ça a été la reconnaissance ultime, le Tout ce que diplôme que tout ce j'avais qu'a pas, fait, oui. pour me dire, vas-y, tu peux faire ce métier en fait. Et en quelques mois, ça s'est confirmé chez Sensio. J'ai pu prendre confiance, comprendre que mes capacités étaient adaptées à ce qu'on me demandait. Et voilà, en quelques mois, Fabien m'a invité à faire une conférence à Symfony Live London de 2016, puis Berlin, la Oui, du SymfonyCon. coup, c'était ta première année, Euh, tu as fait un Symfony Live, c'est ça? C'était un Symfony Live? Ouais. ouais, ouais. Et j'ai passé la certif que j'ai eu en tant qu'expert, ce qui était assez exceptionnel à l'époque. Alors que j'y suis allé en mode tant pis si je l'ai pas, je vais voir comment ça se passe. Et je pense que c'est comme ça qu'on devrait passer des examens. Ça enlevait tout le stress de le rater. Oui. Ça aide à le réussir.
Et derrière, je suis devenu formateur. Donc j'ai eu voilà, une expérience de formateur sur des années chez Sensio Labs en plus des projets clients. Voilà. L'histoire était longue, mais Non, c'est mais c'est passionnant, honnêtement, plutôt comme ça là, que ça se passait. du livreur burger à un mail de Fabien à formateur chez Sensio, c'est énorme ce que tu as fait, Jules Pétry. C'est euh, entre le moment où tu as commencé à voir entre le bug sur Symfony et le mail, c'est combien de temps à peu près? Quelques Je mois? crois qu'on est sur du décembre 2015. Euh, je viens d'avoir 30 ans et j'ai reçu le mail en avril. Donc il s'est passé ouais, une saison, quoi. Oui, donc c'est L'hiver. dingue ce que tu as fait, quoi. Oui, ouais. Bon, ça a pris un an de plus pour ancrer Oui, oui, mais mon c'était. poste chez Sensio. Ouais. Et du coup, lorsque tu Bah, alors, je te regardes dis pas là, le syndrome de l'imposteur en arrivant, hein. On parle souvent du syndrome de l'imposteur. Je peux te dire qu'en arrivant, oui, voilà. en Mais entrant du chez coup, tu vois, quand Sensio, j'ai compris que c'est ça, quand j'ai compris que je pouvais faire des reviews à des personnes experts qui ont plusieurs années et voir des choses que... Parce qu'en fait, ce qui est chouette quand on est reconverti, je pense que ça s'applique un peu à tous ceux qui viennent d'un autre domaine, c'est qu'on a un regard un peu innocent. Et du coup, on est capable de voir ou de poser des questions qui peuvent sembler bêtes. Et c'est utile. On a toujours besoin de regards neufs dans le projet, parfois on je voit pense. pas lorsqu'on écrit de code, parfois on fait pas attention ou parfois un Bah, c'est regard. valable pour tout, hein. Tu as besoin d'envoyer un Ouais, mail, tu le fais relire voilà, à ton ami, à ta famille. ouais. Non, t'as raison. C'est un peu la base. Et Ouais, c'est chouette d'avoir ça dans le code. Très chouette. ouais. Et du coup, là, quand tu regardes ton parcours aujourd'hui, est-ce qu'il y avait des étapes qui t'ont le plus marqué? Je pense que bon, c'est le mail le plus marquant, ou il y avait d'autres étapes vraiment qui t'a marqué. Bah, tu sais, quand on arrive chez Sensio, enfin en tout cas à l'époque, il y avait ce cursus d'initiation à bosser sur le projet Jobs, Je pense que c'est et le où cas du jusqu'à coup, aujourd'hui, Jules. c'est encore le cas aujourd'hui, Oui. t'as tous les collègues de la boîte qui sont chacun sur leur projet, tu bosses pas vraiment avec eux, parce que chacun est sur son projet, ça reste une ESN finalement, et ce projet-là, il a l'attention de tout le monde. Et du coup, t'as des reviews de tous tes collègues qui viennent chacun, et puis alors chacun à leur manière, hein. Il y en a qui sont un peu brutaux dans leur démarche, mais on peut se faire stuffer hein, sur du jobs, même si c'est pas Oui. Stoff lui-même qui le fait. Oui. Mais j'ai adoré toute cette période. J'ai adoré toute cette période. J'ai brièvement croisé Jérémy de Russet et je pense que je me souviendrai toute ma vie du retour qu'il m'a fait dans mes pull requests sur Jobs. Un grand bonhomme. Et en fait, je me suis rendu compte dans cette étape-là, qui a été centrale, hein, c'est qu'elle m'a fait passer de développeur dans mon garage de site vitrine à contributeur Symfony. Elle m'a fait passer à apte à bosser sur un projet tech et avec Un des vrai collègues. projet. Parce que finalement, contribuer à l'open source, c'est pas du tout les mêmes méthodologies ou les mêmes attentes que bosser sur un Sur projet un projet, qui oui. utilise Symfony. Et en fait, moi, en quelques mois seulement, je me suis formaté sur comment on bosse sur Symfony. Donc, j'étais vraiment pas apte à. Les décisions qu'on fait dans ce projet Symfony ne s'appliquent pas du tout dans les projets en général, que ce soit en termes de code style, en termes d'optimisation, en termes de lecture du code. Bien sûr, Symfony doit être lisible pour d'être dans le mais la performance, ça prend souvent le pas sur la lisibilité. Quand dans un projet, faut pas faire ça, quoi. Si t'en es à vouloir chercher la performance par-dessus la lisibilité dans ton projet, c'est que tu devrais peut-être pas faire du PHP et du Symfony, quoi. Ouais. Honnêtement, je trouve Donc tout Jobs a été ça central intéressant. et Oui. marquant.
Je pense que ça sera marquant dans tous les gens qui passent chez Sensio. C'est la première fois, où, comme tu as dit, en fait, il y a tout le monde qui va... Tu bosses tout seul sur le projet, mais il y a tout le monde chez Sensio qui va arriver pour donner son point de vue, pour lui, comment ça peut être fait mieux que ce que tu as fait, quoi. Et, du coup, là, je pense, je vais inviter Christophe pour les prochains épisodes, quoi. Christophe, ouais. Pour parler de stoffer sur une pierre symphonie, quoi. Christophe est incroyable et il y a une grande fierté à être capable de faire du contre-stoffage. Voilà. C'est le jour où il arrive et qu'il fait un commentaire dans ta paire et que tu es capable de lui répondre que c'est finalement pas exactement comme ça qu'il faudrait faire ou c'est une sacrée fierté. Ouais. Ok, merci Jules. Donc là, du coup, j'aimerais profiter de ton expérience pour parler un peu des conseils, des bonnes pratiques. Après ta reconversion et ton expérience aujourd'hui en tant que lead tech, consultant, quels conseils tu peux lui donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'informatique aujourd'hui? Je pense que mes conseils ont un peu, bah, ça fait longtemps que je me suis pas posé la question, mais je pense qu'aujourd'hui, avec les agents de codage, la donne n'est plus la même. C'est Euh, ça. mais je pense que mes conseils s'appliquent encore. C'est-à-dire que si on se lance dans la tech, j'ai pas de leçons à donner, mais de mon expérience, je peux confirmer que ça marche parce que je l'ai vécu. Euh, c'est d'avoir envie de réaliser, de produire quelque chose. Voilà. Si on n'est pas clair sur ce qu'on veut faire, c'est très très dur de se donner des moyens de faire quelque chose en fait. Avec un objectif clair sur un projet qu'on veut réaliser, que ce soit ce qu'on appelle un side project aujourd'hui, où ça demande quand même du temps, de l'investissement, de la réflexion, ou aller prendre les projets des autres, comme ouvrir des issues Symfony pour se lancer des défis de choses à faire. Je pense que ça c'est une approche, même dans le contexte d'aujourd'hui, qui est encore valable. Et je pense que ça devrait même être fait encore à l'ancienne. C'est-à-dire que si aujourd'hui on veut apprendre et que on repose trop sur des agents de codage tout de suite pour faire les choses, on loupe l'essentiel de se creuser les méninges pour comprendre quelque chose. Euh, je pense que ça serait un peu dommage aujourd'hui d'appliquer mon conseil, de prendre un bug Symfony et puis de demander à Claude de lui expliquer le bug ou de lui donner un fixe. Je pense que ce serait un peu louper des étapes de, de faire fonctionner le cerveau pour analyser des problèmes, récupérer une expérience. Alors certes, c'est une nouvelle forme d'expérience, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a une nouvelle expérience à aller chercher en utilisant un agent, mais je pense que dans un processus d'apprentissage, c'est un peu dommage. Et que ça nous enlève une gymnastique et un Oui. entraînement Mm. qui peut servir par la suite à former une expertise et un savoir, parce que du coup, l'agent, il faut quand même pouvoir relire ce qu'il produit, être convaincu qu'en lui posant une question, il a apporté la bonne réponse. On pourra peut-être parler de l'IA plus précisément plus tard, mais voilà, mon conseil, moi, pour un jeune, c'est de se donner des défis euh, et de ne pas trop sombrer dans l'errance de je ne sais pas quoi faire, donc je ne sais pas quoi apprendre. J'ai vécu cette errance, et c'est les questions Stack Overflow, les issues Symfony qui m'ont sauvé. Mais ça peut être n'importe quelle contribution open source, je pense. Ouais. Quand on n'a pas de projet soi-même, il y en a plein sur GitHub qui demandent de l'attention. Donc, si vous avez déjà utilisé des librairies ou des outils qui vous semblent pertinents dans le travail, eh ben, allez voir s'ils sont pas open source et sur GitHub, il y a certainement des issues qui méritent de l'attention. Ouais. Et selon toi, Aussi, euh, en fait, dans mon parcours, j'ai souvent discuté, et notamment à des élèves et des collègues, des élèves de formation, euh, de pourquoi ils ne contribuent pas à l'open source. Alors, le temps, je comprends. Moi-même aujourd'hui, tu vois, j'ai moins le temps de contribuer que j'avais à l'époque où il y a 10 ans. Et ça me chagrine, parce que ça me manque énormément. Mais souvent, contribuer, c'est attribuer, si tu veux, à j'ai pas le niveau, je sais pas faire, ou j'ai pas assez confiance en moi, ou on va critiquer le code que je vais produire. Alors, c'est souvent la peur de la review, ouais. tu sais, la peur de se faire stuffer, on peut le dire. Mm. Elle existe, elle est palpable. Et en fait, j'aimerais
recentrer un petit peu l'idée que contribuer, c'est pas juste produire le meilleur code ou être meilleur que les autres. Euh, Contribuer, c'est donner de l'attention à un projet qui est open source. Et du coup, ouvrir une issue, enfin je veux dire, si on s'aperçoit que quelque chose ne fonctionne pas, peut-être que personne s'en est rendu compte encore. Donc allez voir si une issue existe pour déclarer le bug, et si elle n'existe pas, le faire, c'est une forme de contribution. Parce que déclarer un bug, même si on ne le fixe pas soi-même, ben ça veut dire que peut-être que quelqu'un va le voir et le fixer. Et c'est comme ça que le projet avance. Si on utilise Symfony et puis qu'on s'aperçoit que ah ben c'est dommage, on peut pas faire ça, et ben vérifier s'il n'y a pas une feature request qui existe ou créer soi-même la feature request, c'est une forme de contribution parce que ça fait toujours avancer le projet. Et surtout, ça nous met un pied dedans, dans les discussions. Euh, et parce que bah, si on ne fait pas la feature soi-même ou si on ne fixe pas le bug soi-même, on a créé l'issue, on a des notifications si quelqu'un répond ou si quelqu'un ouvre une pull request pour le fixer. Et donc aller voir la pull request, lire le code, faire une review, bah, c'est une opportunité de partage, c'est une opportunité d'apprendre par le code qui a été créé par une personne, et c'est une opportunité de faire un commentaire parce qu'on voit quelque chose que personne n'a vu. Donc contribuer, c'est finalement aussi ouvrir des issues et faire des reviews. C'est pas juste produire du code parce qu'on est le meilleur. Voilà. Mm. Donc n'attendez Ouais. pas d'être un expert ou d'être le meilleur pour contribuer. Ce serait ça mon conseil. Les bonnes pratiques pour progresser, quelles sont les bonnes pratiques pour progresser en PHP ou Symfony ou même dans le développement en général, pas juste lié au framework? Je pense que c'est ça. C'est se remettre dans la peau d'un débutant, se remettre dans la peau de quelqu'un qui a des challenges et qui essaie de faire des choses qu'il ne sait pas faire. Euh, je pense que c'est plus facile de stagner quand on est sur du produit, par exemple, sur le même produit depuis 10 ans avec la même équipe. C'est un peu plus difficile de sortir de sa zone de confort. C'est pas forcément une vérité absolue, hein. Il y a des projets qui ont plein de challenges et qui posent sans arrêt des nouvelles questions. Mais la plupart des gens que j'ai vus stagner, c'était parce que ils étaient sur leurs produits et dans des habitudes et ils n'allaient pas challenger un petit peu. Donc finalement, je pense que les personnes qui ont envie de progresser, les mêmes conseils qu'on donne à un débutant s'appliquent. Sortir de sa zone de confort, avoir un side project, essayer de contribuer à l'open source. Et un side project, on est souvent seul dessus. L'open source, c'est quand même un accès à une communauté de gens qui ont une expertise et qui partagent dans ces projets. Donc souvent, quand on ne sait pas comment commencer, ou si on n'a pas d'idée d'issue, ou si on ne sait pas comment fixer celle qui existe, juste faire de la review, c'est bien. Euh, Moi, je me souviens que ça a commencé quand j'ai watch sur GitHub le repos Symfony, je recevais toutes les notifs et j'allais voir tout ce qui se passait. Donc il y avait des trucs que je comprenais pas, des trucs que je comprenais, et puis en fait, de voir les échanges dans les pull requests, de voir du nouveau code produit tous les jours, ça a nourri mon expérience. Je me suis inspiré de ces échanges pour comprendre pourquoi ils avaient lieu, pour comprendre pourquoi ce code était proposé, pour comprendre pourquoi ce code était refusé. Et la review, pour ça, c'est un super outil. Faire de la review de code qu'on n'aurait pas été capable de produire ou qu'on savait même pas qu'il était utile. Ok. Jules, tu parles souvent de transmission, de partage, de pédagogie. Et forcément, quand on parle de ça, on arrive rapidement au monde de l'open source. Là, on a parlé beaucoup de l'open source, de la contribution. Et comme tu as dit, et comme j'ai dit tout à l'heure, tu étais très actif dans l'open source. Merci. Lors d'un précédent épisode, Kevin Danglas nous expliquait qu'il gérait la pression communautaire en limitant volontairement le périmètre de ses projets open source. Toi, comment as-tu vécu cette pression et ce niveau d'exigence quand tu faisais partie de la core team d'un framework utilisé dans le monde entier comme Symfony?
J'ai utilisé un petit peu la même méthode, c'est-à-dire que comme je te le disais juste avant, watcher en repos, ça veut dire recevoir toutes les notifs de toutes les issues, de tous les commentaires, pas seulement ces pull requests ou ces issues, mais celle de tout le projet. Et je me suis mis à suivre beaucoup de projets. À la fin, ça faisait beaucoup de bruit. Donc j'en suis arrivé à un stade où j'ai réduit un peu la voilure. Et surtout, moi j'ai utilisé un mécanisme, je regarde les notifications GitHub grâce aux emails. Et en fait, je m'étais fait des dossiers intelligents dans ma boîte mail Mac qui permettaient, parce qu'en fait GitHub a un système de notification d'email assez intelligent, et tu peux, grâce au sujet des emails ou grâce au BCC des emails, ou en tout cas aux emails qu'ils utilisent eux dans les notifs, tu peux arriver à filtrer. Et moi, ça me permettait de catégoriser et d'avoir en visu tout de suite les emails qui concernaient les pull requests dont j'étais l'auteur ou ceux dans lesquels j'avais commenté. Et donc, ça me permettait déjà d'avoir une première couche de choses importantes à voir avant le reste. Mais ça suffisait pas, ça faisait quand même trop de bruit. Donc, j'ai fini malheureusement par quitter certains repos en termes de notifications. Euh, et après, bah, le stress, moi, comment te dire? La première fois que Fabien m'a proposé d'être dans la core team, bah, en fait, j'ai refusé. Je lui ai dit à quel point j'étais honoré, mais que c'était pour moi une étiquette et que ça changerait pas ma manière de contribuer ou de me comporter dans l'open source. Et en tout cas, même que je trouvais que cette étiquette était plus effrayante qu'autre chose, parce que bah, peut-être qu'elle pouvait susciter de la jalousie ou de l'incompréhension d'autres personnes, parce que j'étais encore quand même vachement junior à l'époque. Euh, donc je lui ai dit, Fabien, si tu veux, on en reparlera plus tard, mais moi pour l'instant, je pense que tu peux juste compter sur moi pour faire ce que je fais aujourd'hui, et je pense que ça suffit. Il me semble qu'il a compris à l'époque, mais je me suis enlevé une part de stress comme ça aussi, tu vois, en refusant l'étiquette. Euh, et du coup, en restant libre finalement de me confronter à mes propres attentes et pas celles des autres. Voilà. Je sais pas si c'est une réponse valable à ta question, Oui, mais oui, c'est comme oui. ça que je le vois. Et est-ce qu'il y a eu des moments de doute lorsque tu es membre de la core team? Ben absolument. Enfin, je veux dire, en fait, la pression d'être core team, c'est, en fait, jusque là, j'avais pu contribuer autant et apprendre autant et attirer l'attention de Fabien parce que j'avais pas peur de dire une bêtise. Mais le moment où j'ai eu le badge Symfony Core Team, ben, c'était plus difficile de me sentir libre de dire une connerie. Alors bon, ça ne va pas empêcher d'en dire, hein. Mais quand même, tu es dans Je la pense core même que team, c'est quoi. C'est ça. pas pareil. C'est pas pareil. Mais voilà, en fait, tu as toujours peur que... Tu sais, c'est les communautés sur Internet, hein, c'est valable aussi sur les réseaux sociaux. Euh, Quand tu dis une connerie, et que tu es membre de la core team, c'est pas juste toi qui dis une connerie, c'est un membre de la core team. Et du coup, tu as peur que ça reflète négativement sur le reste de Sur la eux. team, qu'il y en ait Mhm. qui se mettent à penser en mode ah, mais ils prennent vraiment des idiots dans cette team, qu'est-ce qu'il fout là, lui, ou pourquoi il a eu son badge. J'ai envie de dire tant pis, en fait, il faut pas avoir peur de dire des conneries. Je l'ai vécu, mais c'est finalement peut-être une erreur et j'aurais peut-être pas dû accepter, j'aurais peut-être dû rester libre jusqu'au bout, comme je l'avais dit à Fabien au tout début. Voilà. Ouais. C'est pas, c'est fait. Oui, oui. Et aussi, au-delà de code, il y a aussi quelque chose qui revient souvent chez toi. La transmission de savoir. Récemment, pour la Symphony Live, c'était en 2025 que tu as préparé un workshop autour de TDD. En, je peux dire en repartant de zéro avec le principe Arrange, Act and Assert. Et ton objectif était de démystifier l'idée que le TDD ralentit les développeurs. Dans un autre épisode, j'avais Dora Bartakis comme invité qui comparait l'adoption de TDD à un régime alimentaire. On sait que c'est bien pour nous, mais on a du mal à tenir dans le temps.
Et du coup, pour toi, c'est quoi ton analogie ou ta méthode pour convaincre les développeurs de vraiment s'y mettre? Alors, je vais commencer par donner deux points. Le premier point, c'est qu'effectivement, je donnais ce workshop en 2024 et 2025 au Symfony Live. C'est pas un workshop de moi. À la base, c'est un workshop de Symphonicon qui a été créé par Diego. Et du coup, avec Nicolas, on s'est dit que je pouvais le faire pour la communauté française. Parce que Diego ne parle pas français. Parce que c'est un workshop qui est chouette et qui me correspondait. Parce qu'effectivement, moi, j'adore le TD, ça me correspond vachement. Le deuxième point, donc merci à lui déjà pour avoir Ouais. initié ce thème au sein de nos conférences, de nos workshops pré-conférences. Le deuxième point, c'est il faut distinguer le TDD dans la méthode pure euh, qu'elle propose et le fait d'écrire son test avant le code. C'est-à-dire que le test first, j'écris d'abord Ouais. mon test et ensuite je développe, c'est beaucoup plus accessible. Le TDD, c'est une méthodologie, si tu veux, qui aide énormément quand tu sais pas vraiment comment architecturer ton code ou que t'as pas d'idée précise de là où il faudrait aller ou comment le faire. Le TDD, du coup, va t'aider grâce à un système d'aller-retour entre ton test et ton code. Ton code, oui. Et cet aller-retour, il permet de trouver l'architecture qui va bien. Donc, effectivement, sur le long terme ou dans l'absolu, c'est pas quelque chose que tu appliques tout le temps. C'est trop difficile. Souvent, ton projet, tu sais comment il est fait, tu sais où tu vas te mettre, tu sais comment tu vas faire le truc. Donc finalement, tu vas avoir l'impression que tu vas ralentir si plutôt que faire directement ce que tu as en tête, tu vas te mettre dans cette méthodologie un petit peu à la moïquet de un peu de test, un peu de code, un peu de test, un peu de code. Donc déjà, ça c'est la première chose. Le TDD, il est particulier pour t'aider dans un moment où c'est difficile de savoir comment aller architecturer ton code. Le deuxième point qui est plus facile, c'est le test first. Et ça, si tu veux, c'est quelque chose sur lequel je suis un peu plus intransigeant. Euh, pour moi, on devrait toujours être capable d'écrire ses tests avant, euh, qu'on fasse du TDD ou pas. Et je pense que ce que j'utilise le plus pour convaincre, c'est la résolution de bugs. Je pense que les développeurs partagent quand même vachement ce constat, c'est que la moitié du temps, on ne développe pas des features, on fixe des trucs qui marchent pas ou qui marchent pas bien, ou on se rend compte qu'un truc ça va pas. Donc, si tu veux, la première étape pour fixer un bug, ça va être de commencer par le reproduire. Donc souvent, pour le reproduire, ben, tu vas ouvrir ton navigateur, tu vas prendre le ticket, tu vas dire, ah, il a cliqué là, il a cliqué là. Ah, c'est là que ça marche pas, je fixe. Et en fait, je pense que cette approche a ses limites, parce que ce que tu as fait dans ton navigateur, ben, tu vas pas le faire à chaque fois. Alors que si tu essaies de reproduire le bug en écrivant un test, ben, tu sais que ton test, tu pourras le rejouer à chaque fois dans ta CI et ce sera plus facile de prévenir la régression. Ouais. Alors que si tu écris pas le test pour reproduire d'abord, tu vas fixer ton truc et tu vas dire ah ben c'est bon, c'est fixé, j'envoie en prod. Tu vas rarement prendre le temps de faire un test derrière parce que tu vas penser que tu vas mettre plus de temps à livrer le fixe, parce que peut-être qu'on te regarde au-dessus sur combien de temps tu mets à fixer le truc. Alors que finalement, si tu as pris un peu de temps pour écrire ton reproduceur, si tu as écrit ton test d'abord, bah au moins c'est fait. Et si tu veux, tu as une satisfaction supplémentaire. C'est-à-dire que écrire le test qui fail pour reproduire, c'est une satisfaction. Et fixer le bug pour que le test devienne vert, c'est une nouvelle satisfaction. Donc finalement, c'est une manière de coder qui est vachement satisfaisante euh, et qui est plus pérenne. Parce que bah, du coup, encore une fois, bah, tu livres ton fixe avec un moyen d'être sûr qu'il régressera jamais. Parce que s'il régresse, ton test pète, tu t'en aperçois tout de suite. Donc je pense que c'est l'argument qui est le plus fort. Souvent, ça parle aux gens d'écrire des tests pour fixer des bugs. Et ils rencontrent tout de suite en plus la satisfaction que je prône. Donc voilà, c'est ma méthode du test first. Alors après, souvent, les projets n'ont pas de test. Donc c'est une bonne manière de commencer à en faire. Parce que tous les projets ont des bugs, même s'ils n'ont pas de C'est test. ça. Oui. Donc d'écrire un test d'abord, bah, c'est un premier pas pour rajouter du test dans la code base. Ça, c'est une Ouais. chose. Et la deuxième, c'est que bah, plus il y a de tests, plus c'est facile d'en rajouter, parce que souvent tu copie-colles un test existant, tu changes une ligne ou deux, pouf, tu retrouves le bug, et donc finalement tu es allé super vite pour le faire, t'as pas perdu de temps.
Tu as juste gagné de l'assurance et de la satisfaction. Et c'est bon pour toi, bon pour le projet. En fait, c'est marrant. Mon premier article, c'était pour faire l'analogie ou la différence entre TDD et TFD, Test First et TDD. Et c'était grâce à toi. Je t'ai posé la question pendant un Symphony Live. Il y avait, je me rappelle pas trop du talk, mais il y avait quelqu'un qui a parlé un peu des tests et je t'ai posé la question. Et du coup, tu m'as dit, Imen, il faut euh, comprendre la différence entre test first. Donc, tu écris le test, tout le test, et la TDD, c'est que tu vas écrire le code, tu vas te servir du test pour écrire ton code. Et aujourd'hui, après, je pense, C'est un 3 ans, aller-retour. on a. Bout de Oui, c'est ça. test, bout de code. C'est Bout ça, de exactement. test, bout de Alors, code. oui, faire le. Donc, oui, c'est marrant. Merci une autre fois parce que c'était grâce à à ta réponse que j'ai créé mon premier article. C'est chouette. Oui. Et là, aujourd'hui, on entend. Tu as parlé déjà un peu d'IA. Donc, pratiquement dans les épisodes que j'ai faits, que ce soit avec Yuan ou Clément, Hubert, pratiquement tout le monde, on a parlé d'IA. Il y a des gens qui, vraiment, grâce à l'IA, ils codent aujourd'hui extrêmement vite. Il y a des gens qui utilisent vraiment l'IA au quotidien. Du coup, pour toi, comment tu vois ça dans ton quotidien? Est-ce que tu t'en servis de l'IA ou pas? Alors, il y a plusieurs points dans ce que tu dis. Alors déjà, en ce qui me concerne, pas le sentiment d'avoir beaucoup parlé d'IA, mais plus d'agents de codage. Deuxième point, je pense qu'il y a un abus de langage avec toutes ces entreprises qui, par leur marketing, nous vendent de l'IA, quand je pense, de mon point de vue, qu'on n'est pas encore vraiment à de l'IA. Euh, et donc, il y a plusieurs choses qui m'effraient par rapport à ces outils depuis que c'est là. Et je fais partie un peu des réfractaires, de ceux qui ont mis du temps à vouloir utiliser ces outils. Donc moi, déjà en, en personnel, je ne m'en sers absolument pas. Pas plus que des réseaux sociaux d'ailleurs. Mais pour le pro, ça va faire peut-être 1 an que je me sers de l'interface Duck AI, qui est fournie par DuckDuckGo, qui est mon moteur de recherche depuis 15 ans. Et Duck AI, il a l'avantage de garder des conversations privées et de choisir le service que tu veux utiliser derrière. Est-ce que c'est Claude, est-ce que c'est Mistral, est-ce que c'est ChatGPT? C'est toi qui vois. Et en fait, je me suis servi de ce chat depuis bientôt 1 année, de manière assez fréquente. Je dirais, je sais pas, 3, 4 fois par mois. C'est pas énorme. Mais si tu veux, je m'en sers quand mon outil à la base c'était de faire une recherche et de tomber sur des questions Stack Overflow. Ben maintenant, je passe plutôt par une question assez bot pour avoir une réponse. Et c'est souvent des questions ultra techniques. Genre, comment je fais pour faire certaines choses en Docker, ou quelle est la manière la plus performante en PHP de compter les lignes d'un fichier CSV par exemple. Donc c'est toujours des questions très techniques. J'évite de mettre du métier dans les conversations avec ces bots. Ça c'est la première chose. La deuxième, si tu veux, c'est que même si je voulais le faire, c'est pas forcément bien vu en fonction des projets sur lesquels tu vas travailler. Moi, par exemple, mon client aujourd'hui, c'est la Française des Jeux. Et ben le débat s'est soulevé au sein de l'équipe, hein, parce qu'il y en a qui sont partis direct en mode allez, je fais du cloud pour développer. Et en fait, le problème que ça pose, c'est des questions d'usage, de licence. Ouais. Si tu veux, le code, on n'est pas censé vraiment le partager à des boîtes américaines, quand bien même ce sont des entreprises qui utilisent Microsoft Office, Gmail, etc. depuis des années. Ben là, ils commencent un peu à se poser la question de l'intégrité de leurs données. Euh, et si tu veux, moi, globalement, si je reviens un peu plus à moi et ma vision de ça, c'est que on nous a vendu de l'IA, mais c'est pas de l'IA. Et on est face, si tu veux, à une nouvelle interface pour communiquer avec une base de connaissances. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, la base de connaissances, elle était éparpillée, fragmentée. Tu avais un bout de doc ici, une question Stack Overflow par là. Et donc ça impliquait de faire de la recherche et de perdre beaucoup de temps à trouver et à assembler pour faire ton analyse. Et finalement, on a demandé à un programme d'aller chercher toute cette base de connaissances sur le web, de la réunir, de l'analyser, de la catégoriser sémantiquement
Et du coup, on a une interface maintenant où on peut avoir le sentiment de parler, mais en fait, on donne juste des mots. Et du coup, le truc analyse nos mots, il fait des correspondances de sémantique, et il va juste piocher dans sa base de connaissances. On n'en est pas encore. Bon, il y a un petit peu de. Il y a certains modèles qui passent après derrière par un programme de raisonnement, mais le programme de raisonnement, lui, il est encore assez limité, et on est encore très loin de quelque chose d'intelligent. Parce que finalement, quand toi tu vas aller voir un bout de doc ou quand tu vas aller lire une question Stack Overflow, en tant qu'être humain intelligent, ben, tu vas faire fonctionner ton sens critique quand tu vas lire ce bout de doc ou cette réponse. Tu vas la juger, tu vas la raccorder à ton expérience. Et, et un chat, enfin un bot, il sait pas faire ça encore. Enfin, il n'est pas capable de critiquer le contenu qu'on lui a demandé de catégoriser, dont on lui a demandé de catégoriser la sémantique. Donc, finalement, il y a un côté un peu mort pour moi de ces trucs-là. Et ça s'est vu d'ailleurs au début où ça se lançait, hein, les trucs étaient incapables de réagir sur des actualités nouvelles, etc. Bon, maintenant c'est un peu plus performant, ça va chercher sur le web, mais en direct. Mais si tu veux, si on regarde d'un point de vue un peu plus philosophique et même linguistique, quand tu écris quelque chose, que ce soit un bouquin ou du code d'un site web, ben il est figé, tu vois, c'est un peu la mort. Ce qui bouge plus, ce qui est figé, c'est mort. La vie, c'est le mouvement, c'est le changement. Et finalement, quand tu écris ton code et que tu sors la version 1.0 de ton programme, ben, ce programme, il est mort. Il est en 1.0 et ça changera plus. Et s'il y a un bug, ben, il sera là. S'il n'y a pas de feature, ben, elles resteront pas là. Et tant que toi, tu viens pas changer ce code, lui donner une nouvelle lui donner des fixes, lui donner des nouvelles fonctionnalités, tu le fais évoluer, mais tu fais une nouvelle version morte. Et finalement, ces modèles de langage, ils ont assemblé toute une base de connaissances qui est morte. Elle ne change plus, elle n'est pas remise en question, peut-être qu'il y a des erreurs dedans, et finalement, tu interagis avec un truc qui est propice à te donner des raisonnements faux, parce qu'il les a trouvés quelque part, ou parce que il va tout simplement halluciner, tu vois. Donc en fait, cette reluctance que j'ai, moi, vient surtout de là, de comment c'est designé ces trucs-là. Le jour où on aura des agents qui s'autofixent, qui font eux-mêmes leurs fonctionnalités, on va déjà toucher un peu plus à quelque chose qui est intelligent, parce qu'ils changent tout seuls, et on ne sait pas où ça va finir cette histoire. Mais c'est pas très loin, hein. Ils sont déjà à un stade où finalement on n'est plus très loin que ça puisse arriver cette histoire. En tout cas, moi, l'agent, je pensais pas que j'en aurais besoin tout de suite. Et c'est Fabien Potentier qui m'a mis une grosse claque là au Symfony Live. Moi, Oui, j'adore les keynotes d'ouverture de Fabien Potentier au Symfony oui. Live. J'adore. Je suis souvent pas trop à C'était regarder les Gérard? confs quand je vais. Ouais, c'était genre. Je regarde pas souvent les confs quand je vais en conf. Je préfère parler avec les gens très souvent ou contribuer dans un coin avec Nicolas Grécas. Mais euh, en fait, il m'a fait comprendre que j'avais un train de retard. Lui, il est passé un petit peu par toutes les étapes. Il est ultra curieux, ce mec, et il est souvent novateur parce qu'il est visionnaire un petit peu de ce que ça peut faire. Et il m'a fait comprendre qu'il fallait que je m'y mette, urgemment. Donc, écoute, j'ai fait des petits essais. Là, je commence. J'ai pris beaucoup de temps à produire un fichier agent MD à mettre dans le projet du client. Et j'utilise l'intégration PHP Storm qui est censée être un peu plus respectueuse du partage de la donnée. Et j'aimerais bien le faire fonctionner avec un modèle en local, comme ça je suis sûr que ça part pas sur des serveurs, on ne sait pas trop où. Mais pour l'instant, voilà, je suis dans le balbutiement d'utiliser les agents. Et j'aime pas trop qu'on abuse du terme IA, parce que putain, c'est pas des IA, quoi. Je sais pas, peut-être que dans les personnes qui vont nous regarder, il y a des gens qui connaissent Mass Effect, mais un jeu vidéo d'il y a 20 ans, ils avaient un nom un peu plus, il me semble, pertinent pour décrire ça, qui est l'intelligence virtuelle. Parce que finalement, tu interagis avec quelque chose par le langage, l'interface, c'est le langage, c'est je parle, j'écris, et on me répond quelque chose que je lis ou que j'entends. Donc, virtuellement, c'est de l'intelligence parce qu'il y a le langage, mais ça reste artificiel parce que bah, c'est pas intelligent ce truc-là, c'est de la base de données. T'accèdes à une donnée, c'est pas quelque chose qui crée ou qui innove parce que ils ont été entraînés sur quelque chose qui ne change plus. Si on veut leur faire apprendre des choses, il faut les réentraîner sur d'autres choses qui ne changeront plus. Et finalement, si on les laisse produire eux-mêmes le contenu aujourd'hui, ils vont s'entraîner avec des choses qu'ils auront eux-mêmes produit. Donc,
Elle est où la place à l'innovation là-dedans? Elle est où la place à la vraie intelligence de trouver des nouveaux moyens de faire des choses ou trouver de nouvelles questions, voilà, ou des nouvelles réponses à des vieilles questions. Je pense que ça n'a pas sa place aujourd'hui dans les bots et qu'on devrait plus parler d'intelligence virtuelle que d'intelligence artificielle. Bon, ça c'est mes deux pièces sur le sujet. Oui, d'accord. Et donc là, on a parlé théorie, pédagogie, open source, mais maintenant, j'aimerais qu'on parle du terrain. Le vrai terrain, celui des projets compliqués, des équipes sous pression et du fameux legacy code. Donc j'ai ajouté depuis un épisode une partie qui s'appelle Cauchemar en code. Donc là, aujourd'hui, comme j'ai dit au départ, tu travailles avec Backslash, où on sent une vraie culture d'expertise et de partage. Du coup, quand tu arrives, Jules, sur un nouveau projet complexe en tant que consultant, quelle est ta priorité pour instaurer de bonnes pratiques sans bien sûr braquer les équipes déjà en place? Et Compris? euh, en fait, juste pour parler un petit peu de Cauchemar en code, le principe, ça sera simple, c'est de raconter un projet en difficulté et comment il a été redressé. Donc, si tu arrives, comme j'ai dit au départ, lorsque tu arrives sur un projet complexe, comment tu peux instaurer des bonnes pratiques sans bien sûr braquer les équipes qui sont en place. C'est pas évident de répondre à cette question. J'ai pas vraiment connu beaucoup de cauchemars en arrivant dans les projets. J'ai plutôt de la chance à ce niveau-là. Oui. Euh, ou alors ça veut dire que je suis pas resté longtemps ou j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de choses avec. Mais si je prends l'exemple du dernier projet sur lequel j'ai travaillé, effectivement, il est plutôt legacy. C'est un projet qui a plus de 15 ans, qui a toujours été fait en PHP Symfony, donc qui est passé de la version 2 à la version 7 aujourd'hui. Au fil du temps, c'est un projet avec une vingtaine de devs qui interviennent sur différentes parties, avec différents pôles de devs qui bossent chacun sur des scopes de features bien précis. Moi, je vais m'occuper de la gestion des comptes et des régulateurs, quand d'autres vont s'occuper uniquement de la prise de jeu et du moteur de jeu. Euh, donc, vu qu'on travaille sur le même monolithe, le même répertoire de code, ça impose effectivement beaucoup de problèmes d'interaction. Donc souvent, quand c'est le cauchemar, faut regarder au niveau outils des devs avant de regarder forcément le projet en lui-même et comment on peut casser son architecture. Le plus simple souvent, c'est d'introduire des outils performants pour l'analyse du code, le code style, parce que ce qui est souvent un peu le bordel quand tu arrives dans les projets, c'est le code style. Le meilleur moyen de mettre tout le monde d'accord, ben, c'est d'avoir l'outil avec les règles dedans et que ce soit plus des sujets, que ça fait perdre du temps dans les reviews et compagnie. C'est souvent les choses les plus simples à mettre en place qui ont des répercussions positives sur les devs, puisque tu améliores leurs outils de travail, leur confort de travail. Donc ça passe souvent mieux de commencer par subtilement amener ce genre de sujet sur la table, plutôt que de dire ah non ça va pas, il faut qu'on fasse du DDD. Voilà. Ça c'est pas trop mon approche en général. Et du coup, si je peux prendre un exemple concret, euh, le projet passait, tu vois, de version de Symfony LTS en LTS. Donc tous les 2 ans, le défi c'était de passer de Symfony 4.4 en 5.4, en 6.4, en 7.4. Et je trouvais ça un peu dommage parce que finalement, quand tu regardes le développement de Symfony, tu sais comment ça marche. Tu sais que les dernières releases comme ça, les .4, c'est celles qui sont le moins performant parce que finalement, tu as toute la couche de BC Layer, tu as toutes les features d'avant, plus celles d'après. C'est un gros boxon, et plus tu restes sur une LTS, au plus tu as de chances de te tirer une balle dans le pied en rajoutant du code qui utilise encore les anciennes choses, ou de rajouter des extensions, des libs qui fonctionnent avec les anciennes choses. Au final, les LTS, même si c'est les versions maintenues les plus longtemps, c'est celles sur lesquelles on devrait rester le moins longtemps avec le projet. Euh, Même si c'est plus difficile de suivre vite l'évolution, ça devrait être en théorie le but ultime, je pense. Donc j'ai passé, si tu veux, 2 ans presque à essayer de les convaincre de casser ça.
Et ça n'a pas été facile. Il a fallu beaucoup débattre avec l'architecte. Il a fallu convaincre tous les autres. Et aujourd'hui, bah, on n'est pas en 6.4, on est en... Alors, attends, j'ai dit des conneries là. Ouais, on est en 7.4. Mais on n'a pas attendu que 7.4 sorte pour être en 7.4. On est passé de 6.4 en 7.2. Et l'avantage, c'est que bah, ça m'a pris, je sais pas, 2 semaines de préparer cette update. Mais depuis, bah, on est passé en 7.3, on est passé en 7.4 tout de suite, et on a eu les nouvelles fonctionnalités tout de suite. Et c'était très satisfaisant pour les devs. Tu vois, ils n'étaient pas obligés d'attendre 2 ans pour essayer des nouvelles fonctionnalités de Symfony. Quand ils voyaient les news arriver en mode hey, telle nouvelle feature, ils savaient qu'ils pouvaient s'en servir tout de suite. Donc il y avait une grande satisfaction à aller chercher. Et puis du coup, ben, en fait, on se rend compte quand on change de mineur que ben, des fois, c'est pas la promesse attendue. Il y a des choses qui cassent. Faut ouvrir des issues. Ça permet de contribuer à Symfony plus vite. Ça permet aussi de se rendre compte que les librairies qui sont autour des bundles que tu vas utiliser, qui sont faits par d'autres membres de la communauté ou des gens comme toi et moi qui proposent juste des bundles parce qu'ils en ont besoin dans leur projet, et ben tu te rends compte que bah, ils n'ont pas la rigueur ni la force de frappe de la communauté Symfony pour leur code, et que des fois juste changer de mineur, ben, ça casse des choses, et au moins t'es prêt, tu vois, t'as pas attendu 2 ans pour le fixer, t'as soulevé le problème tout de suite plutôt que le laisser sous le tapis tout ce temps. Donc je pense que c'est un mécanisme plus sain, ça demande plus d'attention, ça demande plus de rigueur, mais ça évite aussi le gros bordel parce qu'au bout de 2 ans, tu as un travail monstre, colossal, et des fois, tu n'arrives pas à le faire rentrer. Du coup, la dette technique, elle a une tendance à s'accumuler dans ces moments-là et à faire très peur. Des fois, même, elle est tellement grosse que tu es démotivé, tu n'as pas envie d'y aller. Alors, quand tu sais que tu arrives petit à petit à changer de version, ben, tu as moins peur, tu es plus à l'aise, tu as plus l'habitude. Et c'est quelque chose que je recommande et qui est pas facile. Je sais que pour l'avoir vécu, ça peut ne pas être facile à mettre en place dans des gros projets ou des vieux projets. Ça demande un Et ces changement de changements, mentalité aussi. ouais, c'est ça exactement, c'est ce que je Mais ça marche. voulais C'est poser, faisable. oui. Oui. Et du coup, est-ce que tu as eu des résistances au changement? Parce qu'on entend souvent que, bon, on fonctionne comme ça, on Bien n'a sûr, pas le bien sûr, temps, on verra ça plus tard. Est-ce que tu étais bien confronté à sûr. ce genre de phrases? Et, Bien sûr, j'ai un autre exemple, c'est PHP Stan. PHP Stan, si tu veux, il a la particularité d'avoir des niveaux de stoffage. oui, Et en gros, souvent, je pense que l'erreur qui est faite, pour moi, c'est une erreur. Bon, après, c'est toujours à débattre, hein. Mais souvent, quand on va rajouter PHP Stan dans le projet, on va le mettre à un niveau bas pour ensuite, petit à petit, monter le niveau. faire augmenter, Et oui. ça, je pense que c'est dommage parce que PHP Stan, c'est pas un PHP CS Fixer. Tu vois, PHP CS Fixer, le code sale, tu le détermines une fois, il te fixe le truc tout seul, t'en parles plus. PHP Stan, première chose, c'est qu'il te fixe pas les trucs, c'est toi qui dois le faire. Deuxième chose, c'est qu'en fonction de son niveau, il est plus ou moins intelligent, et l'intelligence que tu lui confères, c'est celle de potentiellement trouver des bugs dans ton projet. PHP CS Fixer, il va pas trouver des bugs dans ton projet, il va juste te dire ah t'as pas fait du Yoda style dans ta condition. On s'en fout, ça met pas le projet en péril. PHP Stan, il a cette capacité à te dire là ça peut péter et c'est pas couvert par un test. T'es bien content qu'ils te le disent. Donc moi ma recommandation, ce serait de mettre PHP Stan dans un projet tout de suite en niveau max. Il y a des erreurs à fixer, pouf, dans la baseline. Tu fixes, Donc oui. certes, dans ta baseline, tu as une dette technique. Certes, tu pars avec une dette technique. Mais cette dette technique, elle existe. Même si tu le lances en mode max, tu vas voir qu'elle est énorme. Si tu le lances en niveau 2 ou 3, tu vas pas voir qu'elle est énorme, mais elle est là. Donc, de penser qu'on a moins de dettes parce qu'on a un niveau plus faible, c'est absurde. La dette, elle y est. Tu te mets juste les mains sur les yeux pour pas la voir. Donc moi, je préfère qu'on la mette dans la baseline, qu'elle soit assumée. Mais ce que ça permet de faire, c'est que ça permet que tout le nouveau code que tu rajoutes, il soit tout de suite analysé sur les niveaux supérieurs. Et ça, c'est un gros sujet de friction. Pareil, une question de mentalité aussi. Et c'est quelque chose que j'ai pas réussi à faire passer auprès des collègues. Et on D'accord. est quelques-uns à être pour, mais tant qu'il y en a autant qui sont contre, Qui sont pas eh ben comme... on a du PHP Stan level voilà, intermédiaire. Ce qui est dommage.
Oui, parce que finalement, même avec un level bas, tu vas fixer à la main, quoi. Donc, autant de commencer avec un level très fort et fixer une fois, quoi. Ouais, Exactement. dommage. Ouais. Autant assumer sa dette tout de C'est suite, ça, en fait. exactement. Exactement. Je pense qu'ils ont peur de ça. Surtout que tu peux la faire grossir. Surtout que tu peux la faire grossir, c'est-à-dire que tout ce temps où elle n'est pas visible, tout ce temps où tu n'as pas une analyse de niveau supérieur, le code que tu produis, il est susceptible de rajouter de la dette, Ouais. alors qu'il pourrait avoir une analyse supérieure, tout de suite, le nouveau code. Et ça, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Ouais. Ok, honnêtement, merci beaucoup, Jules, pour tout ce que tu as partagé avec nous. Et on arrive à la partie Avec fan plaisir. du podcast, c'est la partie touche café tech. Du coup, pour Jules, c'est café ou thé? C'est C'est café. café, c'est Et thé de temps en café. temps aussi. C'est un peu les deux, mais surtout le café. Ouais. Et si ton parcours tech était une métaphore culinaire ou une métaphore en général, ça serait quoi? Ce serait le menu gastro dans un boui-boui où tu prends un menu unique mais avec 12 plats, tu sais pas ce qui t'attend, il y a des trompe-l'œil et au milieu, comme tu es dans un boui-boui, il y en a, c'est un peu de la merde. Mais au final, tu sors de là, tu as découvert plein de trucs que tu manges pas dans une brasserie. Parce que dans les brasseries, c'est souvent les mêmes plats. Ok. Une anecdote marquante ou drôle alors, de ton parcours que tu aimerais partager avec nous? Je pense qu'il y en a deux qui peuvent être intéressantes, qui sont liées à mes contributions symphonie, à mes tout débuts, ce moment où j'étais pas encore chez Sensio Labs, le moment où j'étais encore le petit livreur de burgers qui dormait sur le canapé chez maman. Euh, la première, c'est que, comme je disais, des fois on fait des reviews sur du code qu'on maîtrise pas, qu'on connaît pas. Et en fait, ce soir-là, je rentrais de mes livraisons, je m'en souviens vraiment comme si c'était hier, pour dire à quel point ça m'a marqué. Je rentre de mes livraisons et comme je faisais à ce moment-là tous les soirs, je regardais tout ce qui avait été mergé dans la journée. Et à l'époque, c'est Fabien qui mergeait encore beaucoup, beaucoup les PR. Et, euh, et du coup, je regarde, ah ça, a été mergé aujourd'hui, fixer un bug, je sais plus quel composant c'était, je t'avoue. Je me demande si c'était pas Validator ou un truc comme ça. Et en fait, à l'époque, tu sais, Symfony 2, ça devait utiliser PHP 5.3 minimum. On n'avait pas accès au générateur. Et on n'avait pas ces fonctionnalités de PHP Unit où tu peux faire du provider avec du yield, quelque chose. Et finalement, tu faisais un grand tableau, tu faisais un return array énorme avec en clé les noms de tes cases et en valeur le jeu de data qui est passé à ton test. Et donc je vois le data provider, je comprends pas grand chose au bug ni au fixe. Mais je relis le test, parce que moi en plus à ce moment-là, je viens juste d'apprendre à les faire, et donc je regarde les tests, c'était ce qui me parlait le plus, du coup, quand j'étais pas encore très aguerri. Et en relisant le test, le tableau du provider, je me rends compte qu'il y a des clés dans le tableau qui sont les mêmes. Donc en fait, tu as des noms de cases qui sont les mêmes, avec des jeux de données différents. Sauf que là, je me dis, mais attends, s'il y a des clés de tableau qui sont les mêmes, ça veut dire que la dernière, elle écrase la première, ça veut dire qu'en fait, il y a un jeu de données qui n'est pas testé. Donc du coup, je check out en local le test, je mets Toto à la fin d'un des deux, pour être sûr que les deux soient joués, et pouf, bah en fait, le test case qui était écrasé, bah, il plante. Et le contributeur s'en est pas rendu compte qu'il plantait parce que bah, il était pas joué. Donc je vais sur la pull request, je commente, je dis bah là ce test case il a le même nom qu'un autre, il n'est pas joué et en fait ça plante. Et là il y a Fabien Potentier qui répond 30 secondes après qui met Indeed. Et j'ai fait waouh. Et du coup moi j'ai fait le fixe en fait. Je me suis dit ah ben tiens ça marche pas, pourquoi? J'ai essayé de comprendre et j'ai envoyé le fixe derrière. Et donc ça m'a fait faire une contribution alors qu'à la base je comprenais rien à ce truc-là. Donc ça c'est
vraiment, je pense la première, c'était au tout début, donc ça m'a Ouais, vraiment énormément marqué, parce que ça m'a fait me rendre compte que même si t'es pas un expert, le fait de revoir le code, ça peut, oui. c'est super important parce que tu vas voir des choses en étant innocent, des choses que les autres ne voient pas. Parce qu'ils ont l'habitude, ou parce qu'ils n'ont pas lu le test, ou parce qu'ils pensent avoir compris quelque chose et ils sont passés à côté. C'est pour ça que je peux pas être plus convaincu que c'est important qu'on contribue par la review, même quand on n'a pas, quand on pense ne pas avoir le niveau. Et la deuxième anecdote, elle est un peu similaire, mais elle m'a beaucoup marqué parce que je me rappelle, je devais avoir 14 ans ou 15 ans, donc c'est vieux. Voilà, c'est dans les années 90. Et dans les années 90, j'aimais beaucoup lire Bernard Werber, c'est Les Fourmis, L'Empire des Anges, tout ça. Et dans ces bouquins, il mettait des bouts de encyclopédie du savoir relatif et absolu. C'était plein de petites anecdotes d'histoire, il pouvait y avoir des recettes de cuisine, il y avait un peu de tout dedans. Et il y avait une anecdote sur des personnes qui avaient accompli un exploit, et, alors que tout le monde disait que c'était impossible. Et en fait, j'avais toujours trouvé l'anecdote rigolote, mais je ne l'avais jamais porté plus d'attention que ça. Et en fait, dans cette phase où je prenais des tickets Symfony pour essayer de contribuer, je vois une feature request où les gens demandent à ce que le web profiler nous informe quand on a été redirigé, quand la réponse était une redirect response. Et je vois Fabien et Stoff et Christophe qui disent ah ben non, on peut pas le faire, c'est le serveur qui fait le truc, je sais pas quoi. Et Javier, il vient du coup et il dit ah bon ben du coup on close. Et moi, donc j'étais abonné à toutes les conversations dans mes notifs, donc je vois que l'issue elle est clôturée pour ces raisons-là. Et en fait, je lis la conversation et j'arrive pas à comprendre les arguments de Fabien et Christophe. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils disent ça marche pas. Moi, dans ma tête, de ce que j'ai compris de Symfony, vu que c'est le kernel qui fait la redirect response, ben, on a moyen, grâce à un listener, de le voir ou je sais pas quoi. Donc du coup, j'essaye de jouer un peu avec, et en 2 heures, j'ai fait la feature. Du coup, j'ouvre la pull request pour le ticket fermé, et si tu veux, ça m'a fait penser à ce proverbe que j'avais lu dans le bouquin de Bernard Werber 15 ans plus tôt, qui disait ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Voilà. Moi, innocent, je ne comprenais pas pourquoi il disait que quelque chose Pourquoi n'était ils pas avaient fait ça, faisable. quoi, oui. Et du coup, bah, c'était à ma portée que ce soit faisable parce que j'avais pas de limitation dans mon esprit qui me dira non, tu peux pas le faire. Mais aussi parce que j'ai cherché à comprendre. Voilà, et c'était des moments où je me lançais des défis, donc lancez-vous des défis, c'est important. Oui, c'est bien. Je pense que c'est le message le plus fort d'aujourd'hui, quoi. Il faut lancer des défis, quoi. Et, euh, et du coup, pour toi, quelle est la mauvaise pratique que tu vois encore beaucoup trop souvent aujourd'hui? Écrire du code dans les contrôleurs. Les contrôleurs, ça devrait juste appeler une méthode. Mettre des messages dans la session, peut-être. Voilà, c'est tout. Ouais, ouais, t'as raison. Les classes de contrôleurs qui font Avec, 1500 lignes, c'est non, oui, oui, t'as c'est raison, dur. t'as raison, t'as raison. Et selon toi, quelle est la compétence la plus sous-estimée dans la tech actuellement? Eh bien, je pense que je l'ai dit au travers de cette interview, ce sont les reviews. Je pense que la review est sous-estimée. La review, pour moi, c'est une contrib. La review ne dépend pas d'un niveau d'expertise. La review devrait toujours être bienvenue, toujours spontanée. Elle ne devrait pas être contrainte par des... On ne devrait pas s'empêcher de poser des questions stupides dans une review. On ne devrait pas s'empêcher de dire je comprends pas dans une review. Parce que si on ne comprend pas, on est peut-être face à quelque chose qui n'est pas maintenable, parce que c'est pas lisible, c'est pas compréhensible. Donc, posez des questions idiotes dans vos reviews et faites des reviews, même si vous pensez que vous comprendrez pas ce qu'il y a dedans.
Et ok, est-ce que tu as une habitude, un mantra ou une routine pour rester motivé et gérer ton stress? Je suis pas meilleur qu'un autre là-dessus, je pense. Disons que je pense que ça balance entre. Tu vois, j'étais quelqu'un qui a toujours été très perfectionniste, jamais satisfait, toujours un truc qui va pas améliorer, à faire mieux. Et, euh, et en fait, de devenir un programmeur, ça m'a aidé à lâcher la main, lâcher prise sur le perfectionnisme, en me disant ça marche, ça suffit. Et ça suffit comme c'est. Alors, j'essaye quand même de l'amener le plus loin que je peux dans le temps imparti en termes de qualité, de mes propres critères de qualité. Mais j'arrête de ne plus être satisfait de ce que je fais parce que j'ai pas eu plus de temps. Et ça m'enlève du stress. Ça me fait du bien d'être content de ce que je fais, même si c'est pas parfait. Et après, ben, c'est la dualité entre l'acharnement et le lâcher prise. Je suis quelqu'un qui m'acharne un peu quand les choses ne marchent pas ou quand les choses ne, je ne les comprends pas. Je vais m'acharner pour les comprendre. Et des fois c'est bien. Des fois l'acharnement il m'a fait aller juste au point où qui manquait pour comprendre quelque chose. Et puis des fois c'est juste une grande perte d'énergie et juste sortir, prendre l'air, voir les gens qu'on aime et revenir dessus, l'esprit plus léger, ça aide aussi à comprendre ce qu'on n'avait pas compris ou à voir ce qu'on n'avait pas vu. Ouais. Donc s'acharner un peu c'est bien. Et lâcher prise, c'est bien aussi. Et enfin, si tu avais une machine à remonter le temps, quel conseil, bon, technique ou humain, tu donnerais au jeune Jules qui commençait tout juste à contribuer à Symphonie il y a une dizaine d'années? Je suis pas sûr que j'utiliserai cette machine. Et je suis pas sûr de la pertinence des conseils que je pourrais me donner aujourd'hui. Euh, je pense qu'avec le recul, je regrette rien. Euh, je pense que c'est bien d'avoir des doutes, c'est bien d'avoir des périodes dures, parce que tout ça, c'est une expérience qui fait ce qu'on est. Et parfois, c'est bien de pas savoir où on va. Moi, j'aime tellement les surprises. Voilà. Donc, voir comment les choses s'articulent, pas essayer de le contrôler. Moi, ça m'apaise. On est encore dans le lâcher prise. Donc, Oui. si je devais me donner des conseils, je dirais, bah, essaye de rester toi-même, change rien, fais des erreurs, et on verra bien ce qui se passe. Bah, merci beaucoup Jules pour ton authenticité, ton énergie, tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui. Honnêtement, j'ai kiffé notre discussion. Et merci à vous de Moi aussi. nous avoir suivis dans ce nouvel épisode de Café avec Imen. Si cet épisode vous a plu, pensez à liker, commenter et vous abonner pour ne pas rater les prochains invités. Le prochain épisode arrive bientôt, alors restez connectés. Et comme toujours, bon café et bonne inspiration. Au revoir. Merci, Men.